Je voudrais distinguer l'évolution en nombre, l'évolution en âge, l'évolution en configuration sociale, l'évolution en termes d'urbanisation. En nombre, on ne peut pas comprendre l'espace mondial si on n'a pas en tête cette progression presque erratique de la population mondiale. Il y a 6000 ans, aucun d'entre nous n'était né. Il y a 6000 ans, notre Terre comptait, estime-t-on, 5 millions d'habitants. 5 millions. Toute la Terre. À l'époque du Christ, en l'an 0, si vous voulez, 250 millions. En 1800, là, nous nous rapprochons. Nous avons déjà pratiquement dépassé le cap de la Révolution française. 1 milliard d'habitants. C'est-à-dire que de l'an 0 jusqu'à 1800, en 18 siècles, la population mondiale a augmenté de 750 millions d'habitants. 1800, donc 1 milliard. 1960, 3 milliards. C'est-à-dire qu'on est passé de 1 milliard à 3 milliards de 1800 à 1960. Et aujourd'hui, vous savez que nous avons dépassé les 7 milliards. Alors méfions-nous des projections, parce que moi j'ai tout entendu. Quand j'étais dans le primaire, dans le secondaire, en principe aujourd'hui on aurait dû être 15 milliards. Donc soyons prudents, on ne peut pas prévoir l'évolution de la démographie. La futurologie démographique, ça n'a aucun sens. Mais enfin, les 8 milliards pour 2025, c'est une estimation raisonnable. Ce sera peut-être 7 milliards 900, 8 milliards, mais enfin on a déjà une idée assez précise. En 2050, les démographes prévoient de manière très prudente entre 7 milliards 700 millions, c'est-à-dire une diminution qui est possible, c'est un scénario possible, ou de dépasser les 10 milliards. Donc vous voyez, les prévisions sont extrêmement prudentes et peu claires. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est cette explosion qui se produit les 2 derniers siècles. Et si vous avez en tête ce passage de 1 milliard à 7 milliards en quelques 2 siècles, 1 milliard à 7 milliards, vous comprenez l'importance des transformations qualitatives, c'est-à-dire sociologiques, économiques et politiques, qui en dérivent. Ce qui m'inquiète, m'intéresse, c'est que cette progression de la démographie, telle que nous l'observons donc depuis 211 ans, intéresse principalement, presque exclusivement, les pays en développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que les pays en développement couvrent 90% de la croissance démographique mondiale. 90%. D'ici à aujourd'hui, 2013, à 2025, les 12 prochaines années, l'Afrique va augmenter le nombre de ses habitants de 45%. 45%. En 2050, je vous ai dit qu'il faut être prudent dans les prévisions, on pense qu'un homme, une femme sur 4 sera africain, africaine, contre 1 sur 7 ou 1 sur 7 aujourd'hui. Que le Nigeria sera le 3e État le plus peuplé de la planète. Alors, pourquoi est-ce important de dire ça ? Bien parce que vous comprenez que le grand défi démographique étant porté essentiellement par les pays en voie de développement, la question de l'emploi va être principalement fixée dans les pays en développement. Et que ce qu'on va étudier ensemble dans un instant, à savoir l'avenir des jeunes sur l'espace mondial, se concentre sur le problème de la jeunesse en Afrique. Je vais y revenir dans un instant. Alors justement, puisqu'il est question des jeunes, voyons les vieux. C'est un paramètre que, bien entendu, les démographes étudient avec beaucoup d'attention. Plus ma carte est colorée, plus
nous observons un vieillissement significatif de la population. L'un des grands paramètres de notre transformation d'aujourd'hui. Où se trouvent les foyers de vieillissement de la population mondiale? Vous le voyez sur la carte, le Japon, la Scandinavie, l'Allemagne, l'Italie, la Russie. Et ce qui est intéressant, la Chine de plus en plus. Surtout qu'ainsi que vous le savez, la politique de l'enfant unique crée mécaniquement un effet de vieillissement de la population, de non-renouvellement des générations, et à mesure que la Chine s'urbanise, l'espérance de vie vient à augmenter. Aujourd'hui, 7% de la population chinoise a plus de 65 ans. 7%. On estime qu'en 2025, ce chiffre sera à 20%. Un Chinois sur 5 aura plus de 65 ans. Le vieillissement de la population en Europe fait qu'à l'horizon 2050, les démographes établissent à moins 20% le pouvoir d'achat des populations européennes et leur niveau de vie. Répercussion du vieillissement aussi sur l'immigration. Les démographes nous expliquent que si le Japon veut garder le même niveau de population active d'ici à 2050, il faudra, tenez-vous bien, mesdames et messieurs, nous traversons une zone de turbulence, il faudra que d'ici 2050, le pourcentage d'immigrés au Japon passe à 30% de la population. Ce pourcentage d'immigration au Japon aujourd'hui est de 1,5%. Et vous savez que le Japon est un des pays les plus rétifs à l'immigration. Vous savez que les usines Toyota rappellent des retraités pour reprendre du service. Et vous savez que se développe dans beaucoup des pays que nous avons étudiés, confrontés à ce problème d'élaboration en urgence d'une politique sociale pour les vieux, une nouvelle activité qui est l'exportation des vieux. Combien d'octogénaires, nonagénaires japonais vont s'installer aux Philippines, au Thaïlande pour finir leur vie? Parce que c'est moins cher à supporter. Et regardez, papis et mamies français du côté de Marrakech, Maroc. Ça vous fait rire? On verra quand vous aurez leur âge. Mais c'est un phénomène qui n'est plus anecdotique aujourd'hui. Avec, par exemple, pour la Chine, une question énorme. La Chine est-elle prête, dans une lente évolution sociale qui a cassé les structures familiales traditionnelles, à prendre en charge ces fameux 20% de plus de 65 ans qu'on verra en 2025? Sur quel budget? Avec quelle politique? Quels moyens? Et alors, en même temps, se pose le problème des jeunes. Parce qu'évidemment, vous ne vous étonnerez pas que cette carte soit inversée par rapport à la précédente. La carte des jeunes, aujourd'hui, laisse apparaître, effectivement, un vert foncé sur le continent africain. Je vous disais tout à l'heure que le continent africain va représenter le quart de la population mondiale à l'horizon 2050. Ben voilà le phénomène qui se prépare. Le vert foncé que vous voyez ainsi de l'Atlantique jusqu'à l'océan Indien et, en gros, du nord de l'Afrique du Sud jusqu'au Sahel. Pensez, mesdames et messieurs, qu'en 2030, c'est tout près 2030, le Niger comptera 74% de moins de 30 ans. 74%. Et que l'Afrique, en général, tout pays confondu, comptera 62% de sa population en dessous
de 30 ans, en dessous de 30 ans. Au même moment, l'Europe ne comptera que 29% de sa population en dessous du même seuil de 30 ans. C'est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'il est clair que, quels que soient les miracles peu probables des politiques de développement, cette population ne pourra pas être absorbée, ne pourra pas être prise en charge. Et la fuite des jeunes Africains vers l'immigration, au meilleur des cas, vers l'économie informelle, vers les réseaux mafieux, ou vers la condition d'enfants soldats. C'est cela qu'on retrouve au Nord Mali, dans les réseaux de combattants, ceux qu'on est censé détruire. Ce ne sont pas des terroristes professionnels, c'est des pauvres gamins issus du Niger, du Mali, du Burkina Faso et de tant d'autres pays du Sahel qui n'ont ni à se loger, ni à se vêtir, ni à s'alimenter, et qui trouvent dans le recrutement et dans la condition d'enfants soldats une chance dérisoire, mais une chance quand même de survivre. La montée de l'Afrique vers cette conflictualisation généralisée et sa stigmatisation par les puissances européennes trouve ainsi un début d'explication.